Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes donc dans le cadre du partenariat qui a été organisé entre Sciences Po et la Fondation Jean Jaurès sur les questions européennes tout au long de l'année 2024, année électorale. Et nous avons aujourd'hui la chance d'être le 10 juin, c'est-à-dire le lendemain du résultat de ces élections parlementaires européennes. Donc nous sommes deux pour traiter des conséquences de ce décryptage, comme on dit maintenant, des élections européennes qui ont eu lieu du 6 au 9 juin. Nous sommes aujourd'hui donc le 10 juin, nous avons maintenant tous les résultats. Donc d'une part, Hans Stark, bonjour Hans. Bonjour. Donc Hans Stark, tu es professeur de civilisation allemande à Sorbonne Université, très très bon connaisseur, analyste et chercheur de cette vie politique allemande contemporaine, mais également de la vie politique de l'Union européenne. Et moi-même, donc je suis Sylvain Kahn, je suis professeur agrégé au Centre d'Histoire de Sciences Po et je m'intéresse, mon objet d'étude, c'est à la fois l'histoire et la géographie politique de l'Union européenne. Et donc on va ensemble essayer de répondre à trois grandes questions. D'une part, qui a gagné les élections européennes? D'autre part, est-ce qu'on peut imaginer quelles sont prioritairement les politiques publiques que ce nouveau Parlement européen va chercher à mettre en œuvre? Et enfin, est-ce que les élections européennes qui ont eu lieu hier vont avoir des conséquences sur le moteur franco-allemand? Alors, il y a un vainqueur qui est un vaincu et un vaincu qui est un vainqueur. Le vainqueur, c'est toujours le camp modéré pro-européen qui a aujourd'hui une majorité des voix. Donc l'ensemble PPE, l'ensemble socialiste, vert, libéral. Donc c'est un socle sur lequel on pourrait théoriquement bâtir une équipe au niveau de la présence à la commission et donc avec les commissaires. Mais la poussée des extrêmes droites, parce que là pour l'instant il y en a trois qui s'esquissent, trois groupes, est tellement forte que c'est en effet cette minorité agissante qui sort grande vainqueur de ce scrutin. Oui, alors effectivement, c'est vrai que c'est cette minorité agissante qui sort renforcée du scrutin en raison de la dynamique électorale. Bon, en même temps, comme tu l'as rappelé à l'instant, il est vrai que le PPE, d'une façon à laquelle on ne s'attendait peut-être pas, reste vraiment en position centrale. Rappelons que PPE, ça veut dire Parti populaire européen, et que c'est le regroupement de la démocratie chrétienne, de toutes les partis de démocratie chrétienne, et des partis qu'on appelait avant de la droite de gouvernement, la droite classique. Et ils ont 184, 185, certains disent même 189 sièges, ce qui ferait quand même 25%. Et cette majorité classique, habituelle dont tu parlais, c'était le PPE, plus les socialistes et démocrates qui se maintiennent à 130, 135 sièges, plus les libéraux centristes de Renew qui eux perdent quand même une vingtaine de sièges mais qui sont toujours là autour de 80, plus les Verts, le groupe des Verts qui perdent aussi 20 sièges. Voilà, mais qui sont toujours là. Mais en tous les cas, PPE, dis-moi si tu as compris la même chose, plus Renew, donc les centristes libéraux très pro-européens, plus sociaux-démocrates et démocrates, à eux trois, ils ont toujours la majorité de au moins 361 sièges. Voilà. Et c'est la seule configuration dans laquelle il y a une majorité. C'est ça. Ouais. C'est ça. Maintenant, ce PPE, s'il sort, je dirais, consolidé de ces élections, c'est aussi parce que en Allemagne, la CDU qui livre le gros des troupes du PPE fait un très bon score. C'est un parti qui est en Allemagne actuellement dans l'opposition et donc qui n'est pas touché par l'effritement des partis classiques au pouvoir, comme c'est en Allemagne le cas pour les sociaux-démocrates, les Verts et les libéraux qui sont
dans une coalition avec Scholz. Qu'aurait été le résultat si la CDU avait été au pouvoir en Allemagne, et elle le sera peut-être dans 5 ans. Donc le PPE ne peut pas réellement, à mon avis, quand même compter sur la pérennité d'une situation aussi confortable. Le phénomène que nous observons actuellement, à savoir donc cette progression sans cesse plus forte d'élection en élection des extrêmes droites européennes, ce phénomène-là va se poursuivre et risque de s'accentuer, hélas. Notre point, c'est que ce PPE, il est tout sauf homogène. D'abord, quand je dis que la CDU allemande fournit des gros troupes, c'est un atout pour le PPE, mais c'est aussi un boulet, car à l'intérieur du PPE, les Allemands dominent, et ce n'est pas bien vu par tout le monde. On voit très bien, par exemple, LR, qui fait partie du PPE, n'a pas très envie de soutenir von der Leyen lorsque cette dernière va se présenter pour sa propre succession. Donc, quand on dit PPE, on n'est pas dans une configuration d'un Parlement national classique où il y a une discipline du vote parlementaire à l'intérieur d'un groupe parlementaire. Ce n'est pas le cas à l'échelle européenne. Donc, à l'échelle du Parlement européen, il y a une grande liberté de vote des partis à l'intérieur des différentes composantes que constitue le Parlement européen, et ça crée quand même une forte instabilité. C'est vrai, mais alors il me semble que ce raisonnement que je partage complètement s'applique également aux familles des droites radicales et extrêmes. Oui. C'est-à-dire que dans l'état actuel des choses, dis-moi si tu as compris la même chose, on voit bien qu'il y a une progression très significative d'une famille politique qui s'appelle CRE pour conservateurs et réformistes européens. Rappelons que dans ce grand groupe parlementaire, qui est une espèce de fédération européenne de partis politiques souverainistes et très très conservateurs, eurosceptiques à certains égards, parfois illibéraux. Cette fédération, d'ailleurs, mentionnons-le au passage, est présidée à l'échelle européenne par Giorgia Meloni, qui est la première ministre du gouvernement italien et qui sort renforcée par ces élections européennes. Elle avait gagné les élections nationales il y a 1 an et demi quasiment, et là, elle a un score plus élevé aux européennes que celui qu'elle avait eu il y a 1 an et demi aux élections nationales. Donc en tous les cas, il existe cette famille des conservateurs et réformistes européens qui donc gagne une 20aine de sièges, qui doit être maintenant à peu près à 80 sièges. On aura le détail sans doute vers le détail très précis à la fin du mois de juin. Et cette grande famille de droite dite radicale, souverainiste, est distincte de l'autre grand groupe parlementaire de droite extrême, dans laquelle on trouve notamment le Rassemblement national de Marine Le Pen, mais aussi l'AfD allemande. Sauf que, par exemple, voilà, l'AfD allemande vient d'en être exclue 15 jours avant la tenue du vote, et on sait très bien que entre ces deux grands groupes parlementaires, de droite extrême et radicale, il y a parfois des incompatibilités très très grandes. En particulier, c'est un exemple d'actualité sur la politique de soutien à l'Ukraine, ou au contraire sur une attitude, c'est le cas de ID, qui serait beaucoup plus complaisante vis-à-vis de Poutine et beaucoup plus compréhensive vis-à-vis, par exemple, de l'annexion de la Crimée. Donc cette plasticité dont tu parlais, cette hétérogénéité dont tu parlais pour le PPE, il me semble qu'on la trouve également pour les droites extrêmes et radicales, et même de façon démultipliée, ce qui du coup, là aussi, relativise peut-être un peu cette dynamique, cette victoire dont tu rappelais effectivement que 2014, progrès en 2019, progrès en 2024, donc c'est vrai qu'il y a un vote pour ces extrêmes droites et ces droites radicales qui ne cessent d'augmenter depuis 15 ans, et pour autant, on a le sentiment que leur pouvoir au sein du Parlement européen n'augmente pas nécessairement. Est-ce que tu penses que ça va changer dans la vie politique du Parlement européen, notamment parce que effectivement l'Allemagne a envoyé un gros contingent, même si pour l'instant ce gros contingent est dans les non-inscrits avec l'AfD, et que la France a envoyé un gros contingent avec le RN.
qui sont deux partis quand même qui restent un peu parias par rapport à tous les autres, non? Oui, mais surtout, il faut, me semble-t-il, faire attention et ne pas tomber dans le piège qui consisterait à se dire, finalement, le groupe ECR, donc les conservateurs réformistes, sont plutôt des populistes modérés, alors que Identité et démocratie, c'est l'extrême droite dure. En réalité, tout se mélange. On trouve à l'intérieur du groupe ECR le parti Reconquête. Le Reconquête qui a dans son programme le thème de la rémigration, qui fut à l'origine du premier clash entre le Rassemblement national et l'AfD. C'est pas celui-là qui a déclenché le divorce, mais les choses allaient déjà très mal entre le Rassemblement national et l'AfD en raison de ce thème qui est de la rémigration, donc ça veut dire du transfert de millions d'immigrés en Allemagne, mais qui ont déjà en partie acquis la nationalité allemande. Et l'AfD aujourd'hui, sans le dire ouvertement dans son programme, mais elle a le soutien de son électorat et surtout de son groupe de jeunesse, plaide en faveur d'une rémigration. Mais vous avez à l'intérieur de l'OCE des partis qui préconisent hélas la même chose. Donc ça c'est un premier point. Un deuxième, le rapport à la Russie. La Pologne, enfin le parti le PiS, est évidemment, parce que c'était polonais, ouvertement anti-russe. Les Hongrois du Fidesz ne le sont pas. Alors, ils sont pas encore dans les CR. Mais ils commencent à s'en rapprocher. Ils cherchent éventuellement cette voie-là. Donc là, il y a quand même déjà une première une différence importante. Et Reconquête, là encore, on se souvient des propos qu'a eu Éric Zemmour à propos de Vladimir Poutine. On a l'impression qu'il y avait une grande une aversion de sa part, de la part de Zemmour par rapport au chef du Kremlin. Donc là, par rapport au conflit en Ukraine et par rapport à la situation vis-à-vis de la Russie, le CR est très divisé, peut-être davantage encore que l'idée. Au sein de l'idée, se pose la question, est-ce que le Rassemblement national va-t-il essayer de former un grand groupe maintenant avec ECR? Dans ce cas-là, ce serait fini pour idée, où il y aura des petites groupuscules intérieures, il y aurait un gros bloc au sein du Parlement européen. Ce serait dans la logique de la stratégie de dédiabolisation menée par le Rassemblement national, donc de se rapprocher de Fratelli d'Italia, de Meloni. Mais là, la difficulté pour Meloni serait qu'elle est maintenant un peu courtisée par une partie du PPE, y compris Madame von der Leyen, sur le thème Meloni, elle est pro-transatlantique, pro-américaine, pro-européenne, et donc ça me gêne pas si elle est un peu dure par-dessus bord sur d'autres questions, mais dans l'ensemble, sur les grandes questions géopolitiques, ça nous va. Bien. Si Meloni s'ouvre au Rassemblement national, il n'est plus admissible pour le PPE d'envisager une coopération avec ECR ou de se faire élire par Meloni non plus. Donc là, les choses sont en train de bouger énormément. Peut-être un dernier mot. L'AfD en Allemagne, que les tribunaux allemands qualifient maintenant en grande partie authentiquement d'extrême droite. Donc c'est un véritable label juridiquement assuré et assumé. N'a pas investi son troublion de fait, Monsieur Krah, qui était le chef de liste, tête de liste de l'AfD pour les élections européennes, afin d'essayer de se rabibocher un peu avec le Rassemblement national. Est-ce que cette stratégie va être concluante? On n'en sait rien. Mais en tout cas, les choses bougent de ce point de vue-là. Oui, donc tout ça fait dire qu'il y a clairement une poussée des familles de droite radicale et extrême. Et je crois en même temps qu'on sera d'accord pour considérer qu'il y a beaucoup de points d'interrogation sur, disons, ce qu'on pourrait appeler la sincérité de la conversion d'un certain nombre de partis politiques de droite radicale et extrême à l'Europe. C'est-à-dire que, effectivement, comme tu le soulignais en parlant des différences qu'il peut y avoir au sein de ECR s'agissant de la position par rapport à Poutine ou par rapport à l'Ukraine, ce qui est très frappant en effet dans la plupart de ces partis politiques, je pense notamment à Fratelli d'Italia de Meloni, au Rassemblement national, c'est comment ils ont évolué à vitesse
très très rapide ces 5 dernières années, passant d'une posture europhobe de type Italixit ou Frexit à une posture de on va transformer l'Europe de l'intérieur, qui est d'ailleurs un peu celle de Viktor Orban en réalité. Et c'est vrai que même sur la Russie, Madame Meloni, qui aujourd'hui se présente comme une atlantiste, soutien de l'Ukraine, il y a quelques années, avait des déclarations qui étaient beaucoup plus ambiguës et beaucoup plus complaisantes vis-à-vis de la Russie. Et du coup, je me demande si c'est pas en fait ces conversions extrêmement récentes qui pourraient faire que le Parti populaire européen, qui restera encore une fois, rappelons-le, le grand parti central et pivot, hésiterait beaucoup avant de nouer des alliances, y compris de circonstances, avec ECR, et ce qui du coup plaiderait pour le fait qu'on se retrouve à nouveau quand même dans une configuration où c'est la coalition habituelle, PPE, SED et Renew, qui resterait centrale pour faire adopter des textes. Voilà. Mais j'ai envie de dire, de toute façon, c'est comme ça que ça se passe tous les 5 ans, il faut quand même qu'on attende 4 à 8 semaines pour connaître la composition des groupes, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même, je crois, 100 eurodéputés qui viennent d'être élus, qui siègent dans les non-inscrits, alors même si ceux de l'AfD, on sait très bien où ils sont politiquement, à l'extrême droite, ceux de Orban, on sait très bien où ils sont 9 à l'extrême droite, mais ils sont dans les non-inscrits. Et peut-être, parce qu'à un moment donné, tu disais tout à l'heure qu'il y aurait peut-être à l'avenir 3 groupes d'extrême droite. Alors je ne sais pas si, en parlant du troisième, ce serait l'AfD. Ça serait l'AfD qui ferait un groupe à part. Mais alors il lui faut quand même 23 députés, là je crois qu'elle en a 16, oui. Et venus de 7 pays différents. Voilà, et si c'est pas le cas, ils auraient un statut à part, mais toujours à l'extérieur des groupes parlementaires existants, mais avec infiniment moins d'accès aux commissions, bien sûr. Voilà, parce que effectivement, de toute façon, les partis de droite, d'extrême droite ne jouent pas le jeu européen, ça s'intéresse très peu aux commissions, et d'ailleurs font preuve aussi d'un absentéisme remarqué et remarquable. Voilà. Mais sauf que là, alors je crois que ce n'est pas le cas de l'AfD, mais s'agissant de la France, Monsieur Bardella, Madame Le Pen et les colistiers de Jordan Bardella font savoir, mais là aussi, doit-on les croire, que cette fois-ci, ils joueraient le jeu. Et alors que, en effet, moi je crois que c'est une grosse différence avec les conservateurs et réformistes européens. Eux, on l'a bien vu avec le PiS en particulier, polonais, qui était dans la législature précédente la plus grosse délégation nationale de ECR. Eux, ils jouaient le jeu du parlementarisme et de la vie politique européen, puisqu'ils avaient d'abord, ils avaient un commissaire au Conseil européen. Bon, là, ça va changer. Et ils dirigeaient au moins une commission au Parlement européen. Donc, mais ils ont aussi beaucoup à perdre, entre guillemets, et ça explique peut-être aussi le positionnement italien de Madame Meloni. L'Italie et la Pologne sont de grands pays bénéficiaires des aides européennes. Bien sûr. Et donc là, on a tout intérêt à être dans les commissions. Ça, c'est vrai. Mais alors, peut-être juste un mot en passant, parce que est-ce qu'il faut le mettre à l'extrême gauche ou à l'extrême droite? Ce nouveau parti allemand issu d'une scission de Die Linke, qui de manière très très inhabituelle dans le monde politique européen de l'après-Seconde Guerre mondiale, porte le nom de sa fondatrice. Oui, et qui contrôle tout, et qui est Madame Sarah Wagenknecht, qui est tout de même de gauche. En dépit du fait qu'elle prend des positions par rapport à l'immigration qui sont très très proches des positions de l'AfD, mais sans le radicalisme côté völkisch. Donc là, c'est plutôt dans un sens, il faut protéger nos travailleurs, l'immigration désavantage les couches populaires parce que les peu de bénéfices des dépenses publiques doivent être partagés, etc., etc. Donc c'était les positions de Georges Marchais du Parti communiste français. Exactement. À la fin des années 1970. C'est tout à fait la même chose, et donc elle est vraiment dans une tradition des milieux ouvriers par rapport à l'immigration. Il faut malgré tout le reconnaître, toute la gauche ne se reconnaît pas dans une social-démocratie bien urbaine, bien installée, bien académique. Ouverte et cosmopolite. Et ouverte au cosmopolitisme. Donc c'est pour ça qu'elle a un boulevard. Mais il me semblait, là je parle vraiment sous ton contrôle qui connaît tellement bien la vie politique allemande, il me semblait que cette nouvelle égérie de l'extrême gauche un peu brune, si je peux me permettre, ou si j'ai bien compris,
au moins s'agissant de la xénophobie et de l'immigration, il me semblait qu'elle avait fait part de son intention, si c'était possible, elle aussi, de constituer un groupe parlementaire au Parlement européen. Est-ce que je me trompe? Oui, mais pour ça, il faut qu'elle trouve des alliés. Est-ce que le mouvement 5 étoiles, dont on ne parle plus beaucoup en France, oui. Je ne sais pas si on en parle encore en Allemagne, mais le mouvement 5 étoiles dont on a tant parlé est toujours là en Italie. Il a fait à peu près 15% aux élections européennes du 9 juin. Il va envoyer près de 10 ou 11 eurodéputés. Oui. Il cherchait précédemment à se rapprocher des Verts parce qu'il en a marre d'être dans les non-inscrits. Est-ce qu'il n'y aurait pas là une convergence possible? Même qu'en Espagne. Il y a aussi des groupes politiques qui pourraient s'intéresser à cette mouvance qui n'est pas traditionnellement classiquement communiste, mais qui est quand même de gauche et de la gauche populaire, y compris peut-être même pour la France insoumise. Ça aussi pourrait être un lien, même si la France insoumise a par rapport à l'immigration des positions même encore assez différentes de Sarah Wagenknecht. Moi j'ai du mal à voir la France insoumise sortir du groupe de left, la gauche, qui est le groupe de la gauche radicale au Parlement européen quand même. Seulement, Sarah Wagenknecht attire du monde. Oui, c'est vrai, bien sûr. Bon, donc en tous les cas, là où nous en sommes aujourd'hui, je rappelle que nous enregistrons cette vidéo le 10 juin, donc nous sommes au lendemain du scrutin. Le Parlement européen est en train de se composer, mais encore une fois, comme tous les 5 ans, il y a comme ça 4 à 8 semaines de négociations. Il faut attendre pour y voir clair, et notamment parce qu'il y a ces 100 eurodéputés qui sont pour l'instant non affiliés, non inscrits, et évidemment, ça va peser. Et si je peux rajouter juste un mot, peut-être aussi pour ne pas totalement désespérer nos auditeurs et nos auditrices, il y a peut-être quelque part une lueur d'espoir, enfin de mon point de vue. Il y a un parti en Allemagne qui s'appelle Volt et qui a 3 députés. C'est évidemment excessivement peu. Je pense en tout ils sont 5. Donc il y a 5 au Parlement européen. 5 au Parlement européen, dont 3 allemands. Il doit y avoir 2 néerlandais ou 2 néerlandais et 3 allemands. Mais c'est un parti absolument inconnu dans beaucoup de pays, peut-être même en France. C'est un pays qui est radicalement pro-européen et fédéraliste. Et qui, c'est ça la surprise, a été élu par une grande partie des jeunes en Allemagne. Les jeunes, 9% des jeunes en Allemagne ont voté pour ce parti, c'est autant que pour le SPD allemand. Les Verts allemands, qui étaient traditionnellement proches de la jeunesse, n'ont eu que 11% des voix des jeunes Allemands. Entre les 20 et 30 ans, mettons. Donc Volt fait un très 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 bon score. C'est un parti encore très jeune, il n'existe que depuis maintenant 5 ans, mais il faut voir sa trajectoire. Peut-être quelque chose est en train de naître, justement pour mettre un contrepoint important par rapport à l'extrême droite. Alors jouons au jeu du franco-allemand, puisque ça tombe bien, nous sommes 2 universitaires, certes exerçant en France, mais l'un qui connaît très bien l'Allemagne et qui connaît aussi très bien la France, et l'autre qui connaît bien la France, et tous les deux qui connaissent aussi très bien l'Europe. Alors, au jeu des rapprochements, le parti Volt en France, était présent sur une liste, on va dire agrégée, qui en fait rassemblait 3 partis. C'était la liste dirigée par monsieur, je crois que son prénom c'est Guillaume, par monsieur Lacroix, le président du Parti radical de gauche, et le représentant de Volt, qui est d'ailleurs un Allemand parfaitement francophone, presque aussi bien que toi, mais pas tout à fait, s'appelle Sven Frank. Il était 7e sur la liste de Guillaume Lacroix. Alors ce qui fait, j'avoue que j'ai pas vérifié quel était le score en France de la liste menée par monsieur Lacroix, président du PRG, sur laquelle se trouvent des représentants de Volt, mais ce qui fait que en Allemagne, Volt a 3 députés qui vont siéger au Parlement européen, c'est qu'il n'y a pas de seuil, c'est une proportionnelle intégrale, sans seuil, donc il suffit d'avoir, je crois, 1% des voix pour pouvoir avoir un député européen, tandis qu'en France, comme nos téléspectateurs, auditeurs, 5%. Internautes le savent, il y a un seuil qui est placé à 5%, ce qui veut dire que si vous n'avez pas 5%, quand bien même vous avez eu 950 000 voix, eh bien vous n'envoyez pas de député européen. Donc ça, c'est effectivement
Voilà. Mais donc Volt a néanmoins fait campagne en France. Grâce au fait qu'il n'y a pas de seuil, c'est sûr. Seuil qui va être peut-être restauré pour les prochaines élections européennes en Allemagne, parce que c'est la première fois qu'il y a une absence totale de seuil. La dernière fois, il y a 5 ans, c'était 3%. Donc ça va peut-être revenir à 2 ou 3% aux élections de 29. Voilà. Bon, donc en tous les cas, on a essayé de présenter un peu, en essayant de répondre à la question qui a gagné les élections européennes. Il apparaît que, en tous les cas, peut-être du point de vue idéologique et doctrinal, c'est la droite extrême et radicale, mais du point de vue de la vie politique et institutionnelle, c'est probablement pas le cas en raison, disons, de sa variété, de son pluralisme, et sans doute que le prochain ou la prochaine présidente de la Commission européenne devra à son élection à sa capacité à convaincre en même temps le PPE, donc la droite démocrate chrétienne et conservatrice classique, le SED qui est le grand groupe des socialistes et démocrates, et le groupe Renew des centristes et libéraux, parce que ces trois groupes parlementaires, bien que sortant un peu affaiblis de ces élections, c'est quand même ces trois-là qui sont en mesure de composer une majorité. Je vois surtout que ce Parlement, tout comme la Commission, ils sont quand même politiquement confrontés à de vrais dilemmes. Rappelons-nous que von der Leyen a fait sa percée sur la scène européenne avec le Green Deal, mais le Green Deal aujourd'hui lui renvoyait à la figure à travers les protestations des milieux agricoles. Donc on voit très bien aussi, d'ailleurs c'est peut-être ce qui traduit le vote d'extrême droite en Europe, un rejet des milieux ruraux pour une politique de lutte contre le changement climatique très affirmée. Et donc par conséquent, ce Green Deal qui a permis à von der Leyen de nouer aussi une alliance forte avec les Verts, aujourd'hui est clairement remise en question. Peut-être elle se dira qu'elle a moins besoin des Verts étant donné qu'ils sont de toute façon affaiblis, mais malgré tout, si elle s'appuie sur un vote des Verts pour être réélue, elle doit quelque part leur faire une promesse, en tout cas leur donner quelque part un gage entre guillemets de bonne volonté de sa part. Donc ça va être très très compliqué. Il me semble que alors je ne sais pas si c'est von der Leyen ou quelqu'un d'autre, mais imaginons von der Leyen. Une autre annonce de sa part lorsqu'elle a été élue il y a 5 ans, c'était je vais faire de la commission une commission plus géopolitique. Alors là, du coup, on est je pense dans le vif du sujet, car aujourd'hui tout tourne autour de la question comment rendre les Européens, notamment si Trump est réélu, à même de résister à l'éventualité d'un conflit avec la Russie. Donc, ce qui veut dire des investissements massifs dans l'industrie de défense. Un commissaire chargé de la défense a été plutôt refuser cette idée de la part des Allemands, qui estiment au contraire peut-être un commissaire en charge de l'industrie d'armement. Et là, en effet, il y a un vrai besoin, étant donné que la coopération militaire franco-en matière d'armement entre la France et l'Allemagne est aujourd'hui réduite à la portion congrue. Pour l'instant, la seule chose qui fonctionnait encore, c'était un effort à faire de la part des ministres Lecornu et Pistorius, c'est le projet du char du futur. Mais à part cela, il n'y a plus rien. Donc il y a le projet SCAF, c'est le deuxième projet qui est en liste, donc le projet sur l'avion de combat du futur. Mais là, pour l'instant, c'est encore bloqué, et ce sont des blocages aussi qui ne sont pas que politiques, mais sont surtout industriels, qui sont liés aux partenaires avec qui on voudrait faire ce projet, donc essentiellement Airbus Allemagne et Dassault qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. En dehors de cela, on ne fait plus rien au franco-allemand au niveau militaire, donc tout est à refaire. De ce point de vue-là. Donc, je vois bien que dans le contexte géopolitique qui est le nôtre, donc avec une Russie qui pourrait refaire ses forces, reconstituer ses forces militaires d'ici la fin de cette décennie, et une incertitude qui plane sur l'engagement militaire de la Chine vis-à-vis de Taïwan, que l'Europe n'a, surtout si les Européens veulent maintenir un lien sérieux avec les États-Unis, pas d'autre choix que de se lancer dans un agenda qui serait axé sur la défense.
Et ça, effectivement, Et ça rappelle, ça répond aussi à un besoin de réindustrialisation. Bien sûr. Et ça, effectivement, ça pourrait être particulièrement discuté, délibéré, envisagé au Parlement européen, qui financé, éventuellement avec un emprunt commun. Là, il y a quand même pas mal d'options. Il y a pas mal d'options, pas mal de choses. Et tous les Européens de l'Est qui sont, enfin, d'Europe centrale, qui sont membres maintenant de l'Union européenne, ils sont très, très favorables, très sensibles. Oui. C'est le cas également, en fait, des pays, même de tous les pays riverains de la Baltique, finalement. C'est ça. Oui, et des Scandinaves. Voilà, c'est ça. Voilà, donc parce que donc c'est un projet, hélas, fédérateur. Oui. Rappelons-le au passage, il y a près de 2300 km de frontières communes entre l'Union européenne et la Russie, près de 1300 km de frontières communes entre l'Union européenne et l'Ukraine, et la Russie, de toute façon, depuis 2014, mène une guerre hybride à bas bruit, qui s'exerce par la violation de l'espace cyber, de l'espace aérien, de l'espace maritime, des pays qu'on peut appeler nordiques, qui sont en fait riverains de la Baltique, Finlande, Estonie, Lettonie, Suède, et c'est bien pourquoi la Suède et la Finlande sont sortis de leur statut de neutralité pour demander à rentrer dans l'OTAN, ont rétabli ou renforcé le service militaire. Bon, là, il y a une dynamique effectivement qui est en cours, et j'abonde dans ton sens parce que les enquêtes, notamment les enquêtes Eurobaromètre, qui sont des enquêtes réalisées sur des échantillons des panels extrêmement larges, 2 fois par an, à la demande de la Commission européenne, montre qu'il y a une constante depuis une quinzaine d'années, qu'il y a une demande citoyenne de défense européenne. Simplement, les différentes enquêtes, celle-là et celles d'autres organismes, peu importe, ne vont jamais dans le détail, c'est-à-dire elles ne demandent jamais aux Européens, elles ne disent jamais, bon alors vous êtes pour une Europe de la défense, voilà l'option A, l'option B, l'option C, l'option D. Et donc, j'irai tout à fait dans ton sens pour considérer que c'est très probablement les parlementaires européens qui vont mettre ce débat sur la table, qui vont dire, maintenant, on voit bien qu'il y a une demande de la part des citoyens européens. De toute façon, les décisions qui sont prises par le Conseil européen des chefs d'État et le Conseil de l'Union européenne, c'est-à-dire en fait le Parlement des États membres, depuis 2 ans et demi, depuis le début de l'invasion, de la tentative d'invasion totale de l'Ukraine, vont effectivement dans le sens, disons, d'une politique militaire finalement de l'Union européenne, en donnant désormais à l'Ukraine la politique européenne pour la paix. L'Allemagne est devenue le 2e contributeur d'aide militaire derrière les États-Unis. L'Union européenne est quasiment à égalité avec les États-Unis si on additionne tout, à la fois l'Union européenne en tant que telle et les différents pays, les 27 États membres. Et si on fait aide militaire plus aide civile, l'Union européenne, l'aide de l'Union européenne à l'Ukraine est 2 fois plus élevée que celle des États-Unis. Donc, je vais complètement dans ton sens, mais simplement, effectivement, il y a différentes options. C'est-à-dire, pour faire cette Europe de l'industrie de défense et faire en sorte que, tu disais que l'Allemagne et la France, que les industriels de la défense de l'Allemagne et de la France n'étaient pas très allants sur des coopérations, évidemment, dans un cas, on a le 2e exportateur mondial d'armement qui est la France, dans l'autre cas, on a le 5e exportateur mondial d'armement qui est l'Allemagne. On se rappelle très bien qu'au moment des sous-marins, les fameux sous-marins qui ont été vendus par la France à l'Australie avant que l'Australie ne change son fusil d'épaule, on se rappelle très bien que lorsque la France a remporté ce marché sous François Hollande, c'était cocorico. Et lorsque la France lorsque Jean-Yves Le Drian, qui était devenu ministre des Affaires étrangères, a dit c'est un coup dans le dos que nous ont donné les Australiens, ils ont fait un appel à l'Europe. Mais lorsque la France a remporté ce marché, il y avait une shortlist. Dans cette shortlist, il y avait un industriel français, un industriel japonais, un industriel allemand pour ces sous-marins. Il n'y a pas eu l'idée qu'on allait faire une alliance franco-allemande pour vendre des sous-marins à l'Australie. Donc, avant d'arriver à dépasser effectivement cette espèce de nationalisme ou de colbertisme industriel dans le domaine de la défense, il va falloir de gros efforts. Et je suis d'accord avec toi, je pense que le Parlement européen, que les groupes politiques du Parlement européen vont mettre le sujet sur la table. Mais c'est pas que du colbertisme, même si le colbertisme, évidemment, c'est un point important. Mais c'est aussi un autre souci. Toute forme de coopération militaire passe par des transferts de savoir technologique.
Et donc, une entreprise comme Dassault, qui est impliquée dans l'avion du combat du futur, sait qu'elle a une avance sur les Allemands en matière d'aéronautique, donc elle ne souhaite pas forcément, y compris d'ailleurs pour des raisons peut-être financières, de futures exportations, partager son savoir avec les Allemands qui, eux, par contre, au niveau de la fabrication de chars, ont une avance sur la France. Donc si on s'engage vraiment dans une logique qui est vraiment souhaitable et souhaitée d'harmonisation de nos productions d'armement, ça passe par une forme presque de fusion en réalité entre les entreprises d'armement, et là on n'y est pas encore. Donc nous n'avons rien à mettre en face de Boeing par exemple. Airbus, bon il y a Airbus, mais même Airbus n'a pas de position monopolistique, heureusement d'ailleurs, ce serait mauvais. Mais en tout cas, pour vraiment peser à l'échelle internationale, il faudra des plus grands groupes, et ça passe évidemment par donc des transferts technologiques. Autre point, tu as mentionné le mot Ukraine. Ça, c'est aussi évidemment, ce n'est pas un point qui est revendiqué par nos électeurs, je crois. En tout cas, pas ceux qui ont voté pour l'extrême droite. En tout cas, je ne le pense pas. Mais force est de constater qu'on chiffre aujourd'hui déjà les sommes qui sont nécessaires pour la reconstruction de l'Ukraine à 2 ans et demi seulement du début de la guerre. Si je prends comme début 2022 et pas 2014, les besoins aujourd'hui se chiffrent à 500 milliards d'euros. Donc c'est absolument colossal. Là, on sait qu'on ne peut pas compter sur les Américains, donc que c'est à faire au niveau européen. Alors, l'Ukraine est un pays qui a énormément d'atouts. Peut-être qu'on les sous-estime, ces atouts-là. C'est un pays qui est riche en matières premières même critiques, qu'on pourrait utiliser, mais là, c'est pour l'essentiel dans le Donbass. C'est une grande puissance du point de vue céréalier. Également, même si ça nous fait aussi de la concurrence sur le marché européen, en tout cas, c'est un parti qui n'est pas là pour ouvrir la main et se faire nourrir. C'est un pays qui pourrait apporter quelque chose. Mais en attendant, il faut le reconstruire et il faut engager des sommes correspondantes. Et ceci alors que la guerre n'est pas terminée. Et si après 2 ans et demi, on est déjà à 500 milliards d'euros, et si on se dit que les Russes, même s'ils sont conscients du fait qu'ils ne peuvent pas l'emporter, se disent au moins on peut continuer à saquer l'Ukraine jusqu'au maximum pour que ce pays ne se rétablisse plus jamais, on peut se dire que ça peut encore durer des années, et là la facture va être encore plus importante. Mais en tout cas, on ne peut pas négliger ce fait-là. Ce pays-là ne peut pas se relever tout seul. Et là, c'est les Européens qui sont en première ligne. Voilà, qui sont en première ligne, exactement. D'autant que derrière, donc ce relèvement de l'Ukraine se pose la question de son adhésion à l'Union européenne. Alors, on pourrait se dire qu'il y a un tas de raisons qui parleraient contre l'adhésion de l'Ukraine. Déjà à 27, nous sommes peut-être déjà un peu trop. C'est difficile à gérer. Qui dit l'Ukraine doit aussi penser à la Moldavie, etc. Donc il y a des raisons politiques. Mais si on pense en géopolitique, on se dit que l'Ukraine ne peut pas rester neutre entre un bloc occidental et la Russie. La Russie ne respectera sans doute jamais une véritable neutralité ukrainienne, et donc se pose pour des raisons géopolitiques une adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne qu'il faut commencer maintenant à anticiper et à mettre tout doucement en musique. Donc voilà un autre grand point sur l'agenda de la future Commission et du futur Parlement européen, sur lequel nous devons tomber d'accord. Absolument. Donc il va là aussi, je pense que le Parlement européen va vraiment jouer son rôle de chambre de délibération, de débat, de discussion. Parce que finalement, le Parlement européen, avec tous ses groupes parlementaires, ses députés, ses familles politiques dont on a parlé, je crois, est un reflet assez, à la fois assez fidèle et assez vivant, assez vif de la pluralité des idées et des représentations des citoyens européens. Et il y a quelque chose d'ailleurs à cet égard qui est assez intéressant, je pense à la dernière étude de la Fondation pour l'innovation politique, qui interprète, bon c'est Dominique Régnier qui a coordonné cette étude, il interprète ce qui peut apparaître comme un paradoxe, à savoir une dynamique, on l'a dit précédemment, des partis de droite radicale et extrême qui sont eurosceptiques. Bon, j'ajoute, attention, ils ne sont plus europhobes. En général, beaucoup moins en tous les cas, ils ne demandent plus, comme ils l'ont fait dans les années 2010, la sortie de l'UE ou le fait de casser l'UE. Ils sont devenus eurosceptiques davantage que europhobes. Sauf l'AfD. Alors, je sais que l'AfD, c'est ambigu.
Ah non, c'est C'est- même pas un but. c'est clair. C'est Bon. clair, c'est la sortie, Alors- c'est le Dexit. Donc, Bon. Alors, sauf faut pas être l'AfD, plus clair, hein. mais justement, l'AfD a été Ah. exclue de ID Oui, parce que oui. peut-être que c'est le dernier parti politique membre de ID ou qui était membre de ID à ne pas avoir renoncé à l'exit. Mais donc justement, il y a en même temps un vote, en tout cas en général en Europe pour ces partis-là, et en même temps, d'après les enquêtes, une demande, on pourrait dire, de plus de régalien. Et la nouveauté, c'est que cette demande de plus de régalien, et moi je l'ai aussi observé dans une petite enquête que j'ai fait à propos d'un éventuel patriotisme européen qui s'exprimerait dans le soutien à l'Ukraine. Moi, il me semble qu'on peut parler d'une demande d'étaticité, c'est-à-dire que les Européens, soit par peur, soit par réflexion géopolitique, considèrent que sur un certain nombre de sujets qui ont trait aux régaliens, la surveillance des frontières, la défense, la souveraineté, qu'elle soit alimentaire ou monétaire, donc une demande de régalien, eh bien maintenant la bonne échelle, c'est l'échelle européenne. Et qu'on peut donc à la fois être très pro-européen, en votant par exemple soit pour les Verts, soit pour les partis de type Renew, comme par exemple en France Renaissance, ou en Allemagne le FDP, le Parti libéral, qu'on peut être également plutôt pour des partis eurosceptiques et illibéraux, mais dans les deux cas, se rejoindre sur le fait que on considère qu'il doit y avoir davantage de régaliens au niveau de l'Union européenne. Alors ceux qui sont eurosceptiques vont dire oui, il faut le faire, mais sans donner plus de pouvoir à la Commission. Ceux qui sont, appelons-les européistes, vont dire faisons-le, mais sans hésiter à donner plus de pouvoir à la Commission. Mais tout ça pour dire que du coup, au Parlement européen, il va y avoir des débats, je pense, très très intéressants sur comment est-ce qu'on concrétise ces différentes demandes, appelons ça de régalien à l'échelle européenne, que ça soit pour la défense, mais que ça soit aussi pour la lutte contre le changement climatique, parce que est-ce que les Européens, là je parle des citoyens, sont vraiment contre la lutte contre le changement climatique? Pas sûr. Peut-être que ce qu'ils demandent, c'est qu'on mette en œuvre une politique de lutte contre le changement climatique, parce que je crois que tout le monde a compris, notamment en Allemagne, il y a quand même eu des pluies et des inondations qu'on peut dire catastrophiques. Là, cette semaine. Voilà. Hein. En France, il y a eu à la fois des sécheresses et des inondations. Je crois que le climato-scepticisme n'existe plus en Europe. Bon, il existe. Dénier, enfin, ne pas admettre que le changement climatique existe, c'est très répandu, justement dans des partis comme l'AfD en Allemagne et dans d'autres pays populistes d'extrême droite, c'est la même chose. Oui. Il me semblait que ça avait quand même évolué. Mais peut-être pas. Bon, en tous les cas, il y a une demande pour que la lutte contre le changement climatique se fasse de manière qui soit, comment est-ce qu'on pourrait dire, indolore. Oui, indolore. Indolore, c'est-à-dire sans diminuer le pouvoir d'achat. Voilà. Alors, est-ce que c'est possible ou pas? En tous les cas, que ça soit pour cette raison-là, que ça soit pour la défense, que ça soit pour la reconstruction de l'Ukraine, que ça soit pour un futur élargissement, ou si l'Ukraine rentre, puissance agricole, tu l'as rappelé, il faudrait du coup avoir un financement de la PAC bien plus important pour que la politique agricole commune continue de financer ce qu'elle finance déjà, les agriculteurs allemands et français par exemple, tout en aidant les agriculteurs ukrainiens. Tout ça va demander énormément, va demander un budget en expansion. Et qu'on n'a pas. Et qu'on n'a pas. Donc là aussi, le Parlement européen, qui en réalité est sur cette ligne depuis des années, va sûrement débattre et chercher à convaincre le Conseil de l'Union européenne et le Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement qu'il faut élargir le budget et qu'il faut le financer par des nouvelles ressources, tout en exigeant que le Parlement européen, puisque ce n'est pas le cas aujourd'hui, puisse voter les recettes. Qu'on ait enfin le fameux principe no taxation without representation, dont nos collègues politistes nous disent que c'est le b.a.-ba de la vie politique parlementaire depuis l'adoption de la Grande Charte au XIIIe siècle, depuis la Révolution anglaise de 1689. Là, il me semble effectivement que le Parlement européen va sans doute être très très allant sur ces différents points, en dépit des différences que nous avons mentionnées, parce que il en va pour le coup de l'intérêt des parlementaires européens par rapport à la Commission et par rapport au Conseil de l'Union européenne, qui est le Parlement des gouvernements.
Donc, il va y avoir un agenda politique sûrement très chargé. Et se pose peut-être par-dessus cela encore même la question des règles de financement au niveau de la zone monétaire européenne. Donc, les critères budgétaires dits de Maastricht que Emmanuel Macron a déjà qualifié il y a bien des années comme datant du XXe siècle. Ça veut dire que quelque chose de très vieux, très périmé, caduque, tout regard, tout à fait, et ne fonctionnant pas. C'est un débat extrêmement clivant entre le Nord et le Sud de l'Union européenne, dans lequel on ne retrouve pas forcément de cohésion, ni que ce soit au PPE, que ce soit au niveau des partis sociaux-démocrates, voire peut-être même de l'extrême droite. Donc là, on retrouve les réflexes de nos vieux États-nations, et on se situe par rapport à cette question en fonction de la situation économique de son propre pays. Pour répondre à cette question, nous avons déjà un début de réponse avec la décision prise par Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale. Si la solution, entre guillemets, consiste à voir la France engagée dans une nouvelle cohabitation, c'est très probablement ce qui va se passer. Ce qui est probablement ce qui va se passer. On sait que, de toute façon, quelle que soit la forme de cohabitation, ça affaiblit toujours l'exécutif présidentiel. Et plus à l'intérieur que sur la scène européenne, non? Les deux choses se suivent. Chirac était très affaibli au moment de sa cohabitation avec Jospin. Ne serait-ce que parce que Jospin a exigé d'être présent au niveau des sommets européens. Est-ce que Bardella, s'il est nommé Premier ministre, est-ce qu'il va être présent au sommet européen? Est-ce que le Rassemblement national va être assis à la table des chefs d'État et de gouvernement au moment des délibérations? Vous imaginez l'affaiblissement d'Emmanuel Macron s'il doit partager, entre guillemets, son pot de table avec son futur Premier ministre? Mais il est possible qu'Emmanuel Macron refuse au nom de la tradition et de la pratique de la Ve République qui fait que la politique européenne et étrangère est du domaine réservé du président. Sauf entre 1997 et 2002. Certes, il y a un précédent, mais du temps des deux cohabitations où c'est Mitterrand qui présidait et Chirac était Premier ministre, puis Balladur, Mitterrand est parvenu à imposer cette lecture de la pratique de la politique européenne. Donc il faudra que Macron impose une lecture mitterrandienne, sans avoir derrière lui la force des troupes du Parti socialiste à l'époque des deux premières cohabitations, et sans avoir l'aura d'un François Mitterrand de l'époque. Ça, c'est un deuxième aspect. Donc, et le Parti socialiste, même affaibli dans les années 80, n'est pas Renaissance d'aujourd'hui. Et c'est une cohabitation qui sera plus longue que celle des deux premières cohabitations, qui étaient limitées à 2 ans. Là, c'est 3 ans, donc ça se rapproche quand même un peu plus du précédent Chirac-Jospin. Donc ça, c'est un premier point. Oui. Moi, j'ai quand même assez tendance à penser que... Côté allemand, Scholz est en perte de vitesse parce que des élections se rapprochent. Les prochaines élections législatives en Allemagne, c'est septembre 2025, donc il n'y a plus qu'1 an. Et l'actuelle coalition, ensemble, les 3 partis font 30% dans les sondages. Et ceci, pas seulement depuis 1 mois ou 2, à la suite de ces élections européennes, mais c'est un fait constant depuis bien des mois que l'actuel gouvernement ne dépasse pas 1/3 de soutien dans les sondages. Et donc, aujourd'hui, on mise déjà quand même sur un retour aux affaires de la CDU. En 2025, ce sera probablement un chancelier Merz qui ensuite va former une coalition à sa guise, soit avec les Verts, soit avec les sociaux-démocrates. Mais en tout cas, Scholz va perdre son poste. Il espère toujours produire un miracle, mais je pense que 2021, pour lui, c'était déjà un miracle, le fait d'avoir été chancelier, mais c'était à la suite du départ de Merkel et d'une candidature malheureuse de M. Laschet. Aujourd'hui, le chef de file des chrétiens-démocrates, Friedrich Merz, est infiniment mieux positionné pour entamer une campagne électorale que M. Laschet il y a 3 ans. Donc, nous avons 2 exécutifs aujourd'hui qui sont en grande difficulté. Mais est-ce que ça ne pourrait pas
avoir pour conséquence inattendue que ces deux exécutifs, davantage qu'ils ne l'ont fait jusqu'à présent, considèrent qu'ils doivent se rapprocher pour faire avancer ensemble et communément un certain nombre de dossiers, précisément parce qu'ils sont affaiblis chez eux. C'est une question que je me suis posée. Il me semble que on peut considérer que Emmanuel Macron envoie en réalité, depuis sa réélection, de nombreux signes comme quoi il ne demande que à renforcer le lien franco-allemand. On peut avoir eu l'impression que ce n'était pas le cas du chancelier Scholz, quoique il y a quand même un certain nombre de décisions qui ont fini par être prises, notamment sur la réforme du marché européen de l'énergie, par exemple. Est-ce que tu penses que le chancelier Scholz pourrait considérer lui aussi qu'il serait de son intérêt de jouer davantage la carte du couple franco-allemand à l'échelle européenne, notamment pour résoudre ou faire avancer les différents dossiers dont on a parlé tout à l'heure, notamment parce que lui aussi va vouloir rester dans l'histoire quand même comme un chancelier qui a fait avancer l'Europe, et donc il va y avoir davantage de points de convergence maintenant entre les deux chefs d'exécutif, précisément parce qu'ils sont un peu affaiblis chez eux. Alors, j'aimerais beaucoup que ce soit le cas et que Scholz, entre guillemets, dans sa dernière année de son premier mandat, en tout cas, un renforcement du couple franco-allemand. Autant dire, si je l'espère, c'est que je ne crois pas trop. Nous sommes dans un contexte qui est marqué par les élections présidentielles américaines à venir, et je pense que Berlin, et surtout Scholz, qui s'est quand même beaucoup rapproché de Joe Biden, avec lequel il s'entend bien d'ailleurs, regarde beaucoup d'abord du côté de l'autre côté de l'Atlantique pour savoir comment les choses vont évoluer là-bas. Bon, évidemment, à la suite de l'élection de Donald Trump, je pense que les Allemands vont tomber dans les bras des Français. Nous allons tous tomber dans les bras les uns des autres si Trump est de retour. Encore que, il y a quand même deux, trois points à souligner. Premièrement, les États-Unis, du fait de leur insolente santé économique, sont passés premier partenaire commercial de l'Allemagne. Ils ont dépassé la Chine, qui était pendant 10 ans le principal partenaire économique de l'Allemagne. Aujourd'hui, ce sont les États-Unis. Les États-Unis vendent massivement des armements à l'Allemagne. L'Allemagne le fait d'abord parce qu'ils ont besoin d'armements disponibles sur le marché, ensuite parce qu'ils se disent si Trump est de retour, peut-être il sera un peu moins rude avec nous puisque nous sommes devenus de très bons clients auprès de Boeing et auprès d'autres entreprises d'armement américains. Et c'est pour nous peut-être une garantie que les Américains ne se détourneront pas de l'Europe parce que nous sommes leurs meilleurs clients. Donc c'est un message que l'Allemagne envoie quand même aux États-Unis. Par conséquent, je pense que Scholz aura toujours vis-à-vis de la France une attitude de politesse un peu glaciale et peu communicante. Il va jamais s'affronter ouvertement à Macron, sauf quand Macron le brusque un peu trop, comme avec l'idée d'envoi de troupes au sol. Donc où Scholz lui a clairement dit que c'était une ligne rouge et que une ligne rouge que Macron, dans sa allocution le soir, n'a pas respectée. Donc là, Scholz était vraiment agacé. Mais à part ça, hélas, il y a une primauté pro-américaine qui s'explique essentiellement par l'importance qu'a pris Washington dans l'affaire ukrainienne, malgré tout l'engagement très très positif de Macron en faveur de l'Ukraine ces dernières semaines, mais le poids des États-Unis il reste absolument primordial et écrasant, et aussi parce que tout le monde regarde maintenant ce qui se passe là-bas au mois de novembre. Bon, je crois que on a évoqué certes très rapidement, mais il fallait le faire, c'est important, les éventuelles conséquences de ces élections européennes sur le moteur franco-allemand. On a essayé de vous répondre à la question qui a gagné ces élections. On a essayé de se demander comment ce nouveau Parlement européen, à quelle politique publique européenne il allait prioritairement s'intéresser. Il y a beaucoup d'autres choses dont on pourrait parler, mais je propose que on attende un peu, qu'on laisse passer les élections législatives en France, la nouvelle recomposition du Parlement européen, et on pourra peut-être dans le cours de l'été ou à la rentrée de septembre reprendre cette conversation. Avec grand plaisir. Plaisir partagé. Merci. Merci, à bientôt.